Docteur Anselem, je suis ravie d'échanger avec vous à l'occasion de l'approche du prochain colloque EMCC France. Ce sera la 17e édition, les 14 et 15 octobre au Couvent des Jacobins à Rennes, auquel les participants pourront assister à des conférences dont la vôtre les matins et se livrer à des expériences à l'occasion d'ateliers l'après-midi. Le thème de ce colloque, ce sera « Allier la diversité des intelligences pour oser un nouveau modèle sociétal ». Nous sommes très heureux de vous accueillir, Bernard, parmi nous à l'occasion de votre conférence qui aura lieu, si ma mémoire est bonne, le vendredi 15 octobre matin sur le lien entre l'accompagnement, les neurosciences, les intelligences. Je vais vous proposer de vous présenter rapidement votre parcours, qui vous êtes. D'accord. Donc moi je suis ravi de pouvoir un peu partager ces notions de neurosciences qui me semblent vraiment intéressantes dans le cadre du coaching et de l'accompagnement en général. Et moi ce qui m'intéresse, c'est de faire passer des notions simples de neurosciences, des grands principes de neurosciences pour comprendre pourquoi les comportements sont là et comment on peut agir sur ces comportements. Alors donc au départ je suis médecin spécialiste en imagerie médicale, j'ai passé une bonne partie de ma carrière en tant que radiologue et je me suis intéressé à l'IRM fonctionnel du cerveau et j'ai découvert le monde de la neuropsychologie, de la psychologie scientifique, la psychologie cognitive. C'était quelque chose pour lequel nous n'étions pas tellement formés en tant que médecins. Et donc j'ai découvert des tas de choses vraiment avec des applications pratiques multiples. Et en passant un master de recherche en neuropsychologie, j'ai eu envie de partager ces connaissances. Chaque fois que j'avais des connaissances qui trouvaient des applications pratiques, j'avais envie de les partager soit avec mes pairs, soit avec mes patients. Et donc c'est comme ça que tout naturellement, je me suis orienté vers le métier de consultant en neuropsychologie. Et la partie neurosciences est le déclencheur et après il y a la partie psychologie qui nous permet d'aller plus profondément dans les comportements humains, à la fois pour les comprendre et pour les modifier lorsque c'est nécessaire. Oui, alors j'imagine qu'il y a de nombreuses applications, notamment quand on pense au stress, quand on pense, vous avez écrit un bouquin là-dessus, aux ruminations. Quand on pense aussi à tout ce qui conditionne la décision. Oui. Quand on en arrive à cela, il y a beaucoup de coachs professionnels, d'accompagnants qui se rattachent aux philosophes. Et donc, moi je pense aux grandes théories de la philosophie de l'esprit, portées par Descartes, puis Husserl, et puis reprises par Damasio. Donc vous vous situez finalement à la confluence de la philosophie et de la médecine et des sciences. Oui, alors le positionnement des neurosciences est assez particulier parce qu'il va être quand même beaucoup plus limité que n'imaginent les gens. Les gens pensent souvent que si on est expert en neurosciences, on peut sonder les gens simplement en les regardant, ce qui n'est pas le cas. Mais par contre, en fait, à la fois, on va mettre beaucoup de choses qui ne sont pas pertinentes et en même temps on va passer à côté de beaucoup de choses intéressantes. Les neurosciences peuvent nous aider justement dans la prise de décision, dans les motivations durables aussi, trouver des motivations importantes, dans la gestion du stress. Elles vont éclairer nos comportements. Ce ne sont pas les neurosciences qui vont nous dire comment on doit se comporter. Par contre, elles vont éclairer nos comportements et elles vont éclairer les bonnes stratégies qui, elles, sont effectivement déterminées soit depuis des siècles par les sagesses antiques, soit par les travaux plus récents des sciences comportementales, de la psychologie comportementale. Et donc, les neurosciences vont éclairer ces recherches. Elles vont confirmer un certain nombre de courants et au contraire, elles vont déconstruire un certain nombre de mythes.
Et donc c'est vraiment un guide. C'est un guide. Par contre, ça ne va pas nous permettre d'aller dans les petits détails du comportement. Là, c'est plutôt le domaine de la psychologie comportementale. D'accord. Par contre, elles peuvent faire un lien sur cette fameuse triade aristotélienne tête, cœur, corps. Absolument, oui. Je m'en inspire régulièrement. Et effectivement, elles vont faire... alors, elles ont plus... L'avantage de comprendre le fonctionnement des grands principes du cerveau va nous donner plusieurs points intéressants. Le premier, ça va être de nous donner une image, un cadre. C'est-à-dire quand on a dans notre cerveau, la vision est vraiment la fonction prédominante. Donc quand on a une image, un cadre de ce qui fonctionne, c'est vraiment un guide beaucoup plus fort qu'une simple opinion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, elles nous donnent du sens. Elles vont nous faire comprendre ce qui est utile, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc ça nous donne un sens, c'est très puissant. Et puis le troisième, c'est qu'elles vont nous permettre de choisir les bonnes stratégies. Ça, c'est quand même relativement important. Et de choisir les stratégies qui fonctionnent le mieux et qui sont le plus compatibles avec notre cerveau. Et celles, au contraire, qui épuisent notre cerveau. C'est un peu comme lutter contre le courant dans un fleuve, quoi. Donc il y a certaines stratégies, on a l'impression qu'elles sont bonnes, mais en fait on va s'épuiser. Et je prends un exemple, par exemple, si on veut contrôler une émotion, si je dis je ne dois pas me mettre en colère, c'est un peu comme nager à contre-courant dans un fleuve. On ne va pas y arriver, on va s'épuiser, on va se mettre en échec, et donc en plus on va avoir une baisse de l'estime de soi parce qu'on va se dire je suis en échec. Alors que le simple fait de savoir comment fonctionnent les émotions va nous permettre de comprendre qu'on ne peut pas se battre contre l'apparition, l'émergence d'une émotion. Après, on peut faire des tas de choses, mais on doit accepter l'apparition de l'émotion. Et ça, c'est quelque chose qui est contre-intuitif. Et donc, voilà un exemple de l'intérêt des neurosciences. Moi, ça m'inspire une très très grande humilité par rapport à notre propre mode de fonctionnement. Auguste Comte disait qu'on ne peut pas se mettre à la fenêtre pour se regarder passer dans la rue, mais finalement, c'est extrêmement difficile de s'observer en permanence et de réfléchir « Ah tiens, les neurosciences disent ceci, donc il est mieux pour moi de me comporter comme ça ». Comment on arrive à vulgariser ce qui relève de l'hyper-expertise pour le diffuser au plus grand nombre ? Oui, alors il y a deux aspects dans cette question. Le premier, c'est qu'on ne peut pas s'observer en permanence, c'est épuisant. Donc il va falloir réserver cette discipline. D'abord, c'est un entraînement, comme au même titre qu'un entraînement physique. Il faut donc s'entraîner en permanence, et en s'entraînant, on devient meilleur. C'est exactement les mêmes règles. L'entraînement mental obéit pratiquement aux mêmes règles que l'entraînement physique. Donc déjà, il va falloir s'entraîner en permanence et on devient meilleur en s'entraînant, mais il faut savoir qu'on ne peut pas le faire en permanence. D'ailleurs, les études sur le terrain nous montrent que, en général, quand on est dans la vie courante, on est souvent perdu dans nos pensées et ces pensées sont souvent négatives. Le plus souvent, elles sont négatives, c'est-à-dire que nos inquiétudes, nos craintes prennent le dessus sur le reste. Et donc, on ne peut pas en permanence s'observer et faire ce fameux pas de côté qui nécessite un effort mental. Donc cet effort mental, il faut le réserver aux situations les plus importantes, les situations où on doit prendre des décisions, les situations lorsqu'on est en interaction avec les autres, par exemple. Donc là, c'est très important d'avoir ce recul. Et c'est un état d'esprit, un entraînement mental qu'on va pouvoir acquérir et avec lequel on va pouvoir on va pouvoir apprivoiser cet état d'esprit et petit à petit, ça va devenir un automatisme, une seconde nature. Mais pas tout le temps, bien entendu. La plupart du temps, on va être plutôt dans ce que Kahneman appelle le système 1, c'est-à-dire les automatismes de pensée, des raccourcis automatiques qui sont très rapides, très efficaces, mais qui ont aussi quelques défauts de temps en temps.